Bien, bonjour à tous et merci d'être venus assister à la présentation de cet ouvrage qui est la conférence africaine-française de 1944. Alors donc, je vais présenter deux points. Le premier point, le contexte qui nous a permis de publier cet ouvrage. Et deuxièmement, revenir sur les trois moments de Brazzaville ou du Congo avec le général de Gaulle. Alors le contexte qui nous a permis de faire cet ouvrage est assez typique parce que nous étions au Salon du Livre de Bruxelles au mois de mars-avril dernier et c'est à ce moment-là, en plein salon, qu'un Belge m'a demandé si je connaissais l'histoire de la conférence africaine-française. Je dis que non, je n'étais pas au courant. Et le lendemain, il me ramènera donc le manuscrit de cette conférence. Il m'a dit, si c'est une histoire à partager quand même. Moi, j'ai dit, écoutez, permettez-moi de le scanner et puis comme ça me permettra de voir dans quelles conditions on peut le rééditer. Et donc, j'ai scanné l'ouvrage en question. Et arrivé à Paris, je me suis dit, cet ouvrage ne peut pas paraître sans le réactualiser, sans le commenter. Donc comme sous la main, j'ai deux aînés qui sont assez érudits, donc je me suis adressé au professeur Charles Thomas Kunku et à Achille Kissita qui connaît bien ces questions-là. Et je leur ai demandé si vraiment ils pouvaient encadrer cet ouvrage qui est une mémoire partagée de première main pour qu'on puisse le rééditer. Et donc le professeur Charles Kunku a donné son accord, Achille Kissita a donné également son accord, et c'est ce qui nous a permis donc de rééditer cet ouvrage qui, pour la première et la dernière fois, je pense, avait été édité en 1945. Donc depuis lors, il n'a jamais été réédité. C'est ça en fait la particularité et la nouveauté, alors que c'est quand même un ouvrage majeur dans la mesure où la conférence africaine-française de Brazzaville a pris des recommandations qui continuent à s'appliquer jusqu'à aujourd'hui dans nos pays. Donc voilà un peu le contexte de cet ouvrage. Mais je pense que les deux auteurs qui ont encadré l'ouvrage, donc à savoir les Brazzavilles coloniales de Charles Thomas Kunku et puis les enjeux de la conférence seront mieux rentrés dans les détails. Alors, donc le premier point, les trois points de repère du Congo-Brazzaville avec la France pendant l'occupation se passent en 1940 d'abord, ensuite en 1944 et enfin en 1958. Donc je vais présenter le contexte du premier point, celui de 1940. Alors, en 1940, vous savez bien que la France est sous occupation allemande. Donc la France, le gouvernement de Vichy a capitulé et grâce donc au général Charles de Gaulle qui dit non. Donc, vous connaissez son discours de Londres du 18 juin 1940. Sauf que quand il est à Londres, le général de Gaulle n'est pas dans un territoire français, il est à l'étranger. Donc, cette France libre proclamée par le général de Gaulle, il y a en Afrique un général, Félix Éboué, qui est le gouverneur du Tchad, qui va donc dire oui à la France libre. Donc, il tend la main à De Gaulle, et à ce moment-là, ça donne l'opportunité au général de Gaulle donc, de descendre en Afrique. Il arrive, je pense, bien par le Cameroun, le Tchad et puis le Congo-Brazzaville. Et c'est à ce moment-là, mais avant de descendre en Afrique, il faut dire que l'Afrique est commandée par Vichy, en fait. Donc, il faudra des batailles pour conquérir l'Afrique. La preuve, c'est que dans un premier temps,
il sera impossible pour le général de Gaulle, par exemple, d'entrer au Sénégal. Donc on passe d'abord par le Cameroun, le Centrafrique, Cameroun, Tchad et puis le Congo-Brazzaville. Même au Congo-Brazzaville, il y a eu d'abord des tractations avant que la France libre s'installe. Mais n'empêche que le 27 octobre, donc le général de Gaulle lance le manifeste de Brazzaville, qui est suivi par 2 textes et un 3e texte qui est comme les recommandations du manifeste. Et c'est là où, si vous voulez, moi j'appelle ça le bras de levier en fait. Donc le bras de levier de la France libre en fait se trouve là au Congo, en AEF. C'est parce qu'il y a eu ce bras de levier que tout le reste s'en suivra. Hein, donc ce bras de levier, donc il faut féliciter là-dessus Félix Eboué et puis tout ce qui était autour et aussi tous les Congolais qui ont permis à ce que le général puisse s'installer dans le quartier Bakongo où on lui a construit une case. Et moi je me souviens même qu'il y a des parents qui nous disaient que les pierres avec lesquelles on a construit la case de Gaulle, les gens allaient les chercher au Djoué sur la tête. Hein. Ils les amenaient du Djoué jusqu'à Bakongo pour construire la case de Gaulle. Donc c'est un moment historique et les Matswanis s'étaient impliqués également. Donc bon, ça c'est un autre volet qu'on ne va pas aborder. Donc voilà un peu à quoi a servi l'AEF. Donc même quand on parle de tirailleurs, mais en réalité, les premiers hommes, les premiers commandos, on pourrait appeler les premiers tirailleurs, sont partis en fait de l'AEF et de Brazzaville. Ainsi que, mais bien sûr, on parle souvent que des Sénégalais, on a l'impression que les tirailleurs c'est des Sénégalais. Non, les premiers sont partis d'Afrique centrale. Ils sont partis de là. Parce qu'à l'époque, la France libre n'avait pas accès au Sénégal. Donc, mais il fallait qu'il y ait des militaires, des hommes en âme qui partent de là. Et même au niveau du point de vue ravitaillement, le général de Gaulle, dans ses mémoires, il le dit clairement. Il dit que Brazzaville, le Congo, c'était l'une des colonies les moins nanties, mais qui faisait l'effort de guerre parce que toutes les matières premières, le nkuezo, le caoutchouc, tout ça, on devait le brader chez les Anglais, chez les Américains, pour qu'eux, ils aient une entrée d'argent. Ça, il le dit clairement. Voilà un peu cette première phase. Donc de 1940, Brazzaville, qui sert de levier avec l'apport de Eboué pour la France libre. Donc le deuxième point maintenant, nous arrivons à donc ce second moment qui est celui de la... J'emprunte le terme au moment à Achille, parce que Achille, dans ses nombreux textes que j'ai publiés, il aime souvent parler de moment politique. Donc du coup, ce terme, je me le suis approprié. Donc le second moment politique, c'est celui de la conférence de Brazzaville de 1944. Pourquoi arrive-t-elle cette conférence? La France est en pleine guerre. Et il y a eu depuis la fin du XVIIIe siècle des mouvements anticolonialistes assez importants. Et notamment, les Français font l'objet d'une réprobation parce qu'il y a trop d'horreurs qui se passent dans leurs empires, avec l'histoire des compagnies concessionnaires, le travail forcé, l'indigénat, et ça il y a 2 grandes nations, notamment les États-Unis d'Amérique, ainsi que, même je dirais, l'URSS, surtout l'URSS, qui est hostile en fait aux impérialismes. Voilà, ça, l'URSS, ils le disent fort et bien. C'est-à-dire que pour les communistes, les conquêtes coloniales qui ont fait suite au partage de Berlin, elles sont là pour, si vous voulez, pour conquérir des territoires, pour la promotion du capitalisme, mais en même temps, il n'y a pas d'émancipation dans ces colonies-là. Voilà. Et donc l'URSS veut lutter contre ce colonialisme. Voilà. Mais aussi aux États-Unis, il y a un mouvement anticolonialiste qui est très fort, qui condamne aussi le colonialisme. Et il ne faut pas oublier que, ça je pense que Achille pourra mieux en parler. Il y a eu la charte de l'Atlantique qui, en son point 3, dit ceci.
faut respecter le droit de tous les peuples de choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils veulent vivre. Donc, il souhaite voir rétablir des droits souverains et le gouvernement autonome des nations qui en ont été dépouillées par la force. Et l'URSS parle même de self-government. Alors, et du coup, nous sommes en pleine guerre. Il y a pratiquement deux entités qui dirigent la France. Il y a la France libre et il y a le gouvernement de Vichy. C'est là où, en 1943, De Gaulle prend l'initiative. En fait, il dit il faut bien que nous organisions une conférence pour changer un peu, pour donner un autre visage à nos colonies, pour changer un peu l'orientation qui fait la gestion de nos colonies. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait qu'en 1943, De Gaulle va, je pense, donner ordre à Pelleven et puis à quelqu'un d'autre pour que la conférence puisse s'organiser en 1944. Donc, voilà un peu. Donc, nous arrivons donc à la conférence de Brazzaville en 1944 avec le désavantage, pas le désavantage, je dirais. Voilà, donc, qui va servir à, ce que moi je l'ai noté comme ceci, comment endiguer les revendications nationalistes dans les colonies et sauvegarder l'Empire. En fait, c'était ça, quelque part, le but de la conférence africaine-française. Donc, elle a lieu du 30 janvier au 8 février 1944 à Brazzaville, au lieu dit l'Alliance française qui deviendra le CEFRAD à Brazzaville. Et elle s'est tenue avec l'ensemble des gouverneurs qui sont venus de plusieurs pays, africains bien sûr, coloniaux, et avec quelques observateurs, sauf qu'il n'y avait pas d'Africains à la conférence. Même si on leur a demandé de donner des textes qui seront lus à la conférence. Ça, c'était sur l'initiative de Eboué, pardon. Alors, donc, la conférence se crée dans un contexte où le monde entier veut se débarrasser des colonialismes, ainsi de suite, et où, en URSS ou partout aux États-Unis, on parle de self-government. Sauf que, en préambule aux recommandations de la conférence, le texte est le suivant, avec la résolution est la suivante. Les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine, de self-government dans les colonies est à écarter. Voilà le préambule un peu des résolutions, des recommandations de la conférence africaine de 1944. Donc le cadre est bien planté. Et après, donc ça c'est le deuxième moment. Donc le troisième moment qui ramène De Gaulle à Brazzaville, c'est 1958 avec donc avec les pseudo-indépendances, mais en fait qui ne sont rien d'autre que, quand on parle de créer la communauté. Voilà, c'est ça. Donc il faut créer la communauté. Et donc le général de Gaulle, puisqu'il y a des mouvements, donc il y a eu 1944, et le 24 octobre 1958, dans son discours au stade Eboué, le général de Gaulle est président du Conseil, donc il reconnaît qu'il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où il leur appartiendra d'en décider eux-mêmes, bref, de se gouverner eux-mêmes. Mais cette responsabilité ne pourra se faire qu'au sein de la communauté. Et qu'en revanche, si un territoire africain ne souhaite pas appartenir à la communauté, c'est qu'il veut son indépendance. Il fait donc sécession. Donc pour le général de Gaulle, l'indépendance correspondait à la sécession. Et c'est ce qui est arrivé avec la Guinée-Conakry de Sékou Touré. Voilà. Donc voilà ces trois moments. Donc les leçons à tirer sur cet ouvrage, je pense que sont plurielles, sont plurielles, mais ceci dit, c'est une mémoire partagée. C'est-à-dire qu'on les tire de l'histoire,
en tire les leçons et c'est à nous de partager cette mémoire entre Africains et Français pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon, qu'est-ce qu'on peut en faire avec les connaissances actuelles. Et moi, en tant que scientifique, j'ai eu une lecture un peu différente, un peu osée. Je me dis, mais c'est bien qu'on ait ces éléments parce que nous ne les avions pas. Peut-être que les Français les avaient, mais nous, les Congolais, on ne les avait pas. Pas du tout. Ce n'est pas enseigné dans nos écoles. On les découvre aujourd'hui. Or, en sciences exactes, qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui la science est en pleine évolution, si le monde avance, ben c'est parce que les anciennes théories, souvent qui comprennent des erreurs, sont remodelées au fur et à mesure. Hein, par exemple, il y a eu, je vais vous citer un moment important de la science, le moment lorsqu'on est passé de la conception géocentrique du monde à la conception héliocentrique. Pour qu'on passe de la conception géocentrique du monde à la conception héliocentrique, il a fallu que Galilée puisse ruser. Il a fallu que Galilée puisse créer un instrument qui lui permet de conforter les théories de Copernic, qui jusque-là, on les lisait sous le manteau. Hein. Les théories de Copernic, le Vatican n'en voulait pas. Hein, d'ailleurs, Galilée lui-même, quand il a découvert qu'en réalité, la Terre n'était qu'une boule suspendue dans l'espace qui tournait autour du Soleil, c'était un blasphème auprès de la papauté. Donc, il y a eu des procès, il y a eu beaucoup de choses, mais, fin de fin, grâce à cet instrument, on a pu bien se rendre compte qu'effectivement, c'est bien la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse. Mais ça a libéré la science. Il y a eu un boom libérateur parce que les hommes ont compris que la science, elle évolue. Mais il en est de même pour les sciences humaines, même si elles évoluent lentement. Mais lorsqu'on a pris des résolutions qui, à un moment donné de l'histoire, ne cadraient pas avec notre humanité, avec l'humanisme, avec ce que nous appelons au Congo le Kimuntu, je pense qu'on peut les réviser, on peut en discuter. Et c'est à cela que j'invite en fait nous Congolais et peut-être nous Français à rentrer dans cette mémoire partagée, à voir ce qu'elle a de bon, ce qu'elle a de mauvais, comment on peut la faire évoluer pour le bien-être de notre humanité au jour d'aujourd'hui. En fait, voilà un peu l'intérêt de la publication de ces actes, de cette mémoire partagée. Alors, donc, pour ne pas conclure, je terminerai quand même par deux penseurs africains, hein, parce qu'il faut quand même les convoquer. Ça nécessite, ça fait partie de notre travail. Il y a d'abord Kwame Nkrumah qui disait « Les puissances coloniales ne peuvent pas s'offrir le luxe de s'exproprier. Donc s'imaginer que ces puissances coloniales voudront sans contrainte apporter à leurs colonies la liberté et l'indépendance sur un plateau d'argent, c'est là le summum de la folie. » Bon, ça, c'est à voir. Je pense que ça, c'est des choses qu'on pourra revoir après. Tout comme Cheikh Anta Diop dans National Agriculture, qui parle aussi de ce rapport avec la colonisation. Mais bon, donc je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, sauf que pour l'organisation du texte, voilà, je vais présenter maintenant comment est organisé le livre. Donc, dans le livre, il y a d'abord un avant-propos de l'éditeur que je suis, et ensuite un premier essai. En fait, c'est 3 livres en un. Là-dedans, vous avez vraiment 3 livres. Hein. Le premier livre, c'est l'essai de Thomas Charles Nkunku, qui prend une 60aine de pages. Après vient donc le texte original de la conférence de Brazzaville. Le voici ici, tel que je l'avais photocopié. Voici le texte original qui a servi à l'ouvrage. Ce texte photocopié qui a été retranscrit en traitement de texte et qui se retrouve en deuxième partie dans l'ouvrage ici. Voilà. Donc c'est le deuxième ouvrage lui-même. Et le troisième ouvrage, c'est l'essai d'Achille Kissita sur les enjeux de la conférence. Voilà un peu donc, voilà la composition de l'ouvrage. Alors, il nous avait semblé utile d'y adjoindre des annexes. Donc des annexes dans lesquelles on retrouve justement le manifeste du 27 octobre relatif à la direction de l'effort français dans la guerre, prononcé donc à Brazzaville. Voilà. Le discours d'ouverture de la conférence africaine de Brazzaville du 30 janvier et le discours du 24 août
1958, qui va fonder la communauté franco-africaine. Alors, il nous avait semblé utile aussi de contextualiser, de donner quelques images à voir de la conférence. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une partie photo dans laquelle on voit bien, je vais quand même la montrer parce qu'elle est importante. Il nous a paru, il y a aussi des cartes tirées des ouvrages de De Gaulle, comment se faisaient les passages de l'Europe à l'Afrique, ainsi de suite. Et puis, les photos. Voilà la première page de photo. Elle présente donc le CEFRAD, le lieu où a eu lieu. Voilà. Tel qu'il est actuellement, exactement, c'est ça. Voilà, tel qu'il est actuellement, c'est ça. Et c'est là-dedans qu'il y a eu la conférence. Vous avez ici le général de Gaulle, la tribune, et ainsi de suite, et là. Alors donc ça, c'est le deuxième moment, donc la conférence africaine. Mais on a le premier moment de photographie, lorsque De Gaulle est accueilli par Félix Eboué à l'avenue Matsuwa, au premier aéroport de Brazzaville qui était sur l'avenue Matsuwa, avec l'Angola libre. C'est en 1940. En 1940. Donc voilà. Et puis là, ce qui est devenu l'école des cadets, c'est de là que partaient en 1940, en fait, les cadets de la France libre. Donc les soldats de la France libre qui ont combattu les premiers sont partis d'ici, en 1940. Ce qu'on a appelé l'école des cadets à Brazzaville. Et puis là, c'est le général de Gaulle. Et nous avons ici, voilà, donc en 1940, vous avez ici le général de Gaulle, Eboué et Leclerc, le commandant Leclerc, à Brazzaville, toujours en 1940. Et ici, un 14 juillet à Brazzaville en 1941. Et puis ici, le général de Gaulle. Alors là, j'ai retrouvé, c'était le stade d'Ornano en fait. C'est le stade qui est à côté, c'est ça. Ouais, ça se passe au stade d'Ornano. Ça dit que ce discours, en fait, ça, quand j'ai vu les images, après, je me suis dit c'est au stade d'Ornano, parce qu'en réalité, il sortait du CEFRAD, et puis dans le centre-ville. Après, il avait fait un autre discours, en fait, public. Voilà, en 1944. Et là, maintenant, en 1958, vous voyez comment De Gaulle est accueilli à Brazzaville, en liesse, par les populations congolaises. Okay. Toujours à Brazzaville, dans son accueil. Et ici, il est reçu par Fulbert Yulu, qui est maire de Brazzaville et qui est ministre de l'Agriculture, en 1958. Mais ça, je pense que Achille s'y connaît mieux que moi. Et ici, nous avons... Alors là, c'est le moment où il va faire le discours au stade Eboué. Donc, il est en train de faire la marche avec, il y a De Gaulle, il y a ici Boganda, et derrière, on voit Focard. Celui qui est ici, je ne le connais pas. Celui qui était Barthélemy Boganda, le président oui de l'Assemblée territoriale de exact. l'AF. Voilà, c'est ça, président de l'Assemblée territoriale de l'AF. Voilà. Mais ça, vous allez le préciser après. Donc là, il va pour le discours. Voilà, là, il va pour le discours. Donc on termine cette série d'images par aussi des photos très symboliques. Là, c'est pendant le discours au stade Eboué. On voit bien derrière, ici, derrière, on a bien ici l'église Sainte-Anne, la basilique Sainte-Anne qui a été rénovée. C'est toujours la même architecture. C'est vraiment l'édifice historique symbolique de Brazzaville qui est là. Et là, on voit le général de Gaulle en train de prononcer son discours à l'actuel stade Eboué. Et en fait, quand ils finissent au stade Eboué, ils vont marcher, comme tout à l'heure, ils vont venir à la maison commune de Poto-Poto. Et je pense que là aussi, il doit prononcer un discours public. Et on voit de part et d'autre, donc ici, donc nous avons à la maison commune, il est encadré par des personnalités importantes du Congo à l'époque. Il y a Jacques Opango qu'on voit ici, mais on voit aussi Barthélemy Boganda, on voit ici le visage de Yulu et Yoro Thiam qui a participé à la construction du chemin de fer. Donc c'est lui qui, le nom du port de Yoro vient de lui, Yoro Thiam. Donc voilà un peu cette mémoire partagée qu'on a voulu offrir au public congolais, mais français aussi, pour qu'on soit conscient quand même finalement de cette histoire commune qui nous lie. Parce qu'on nous a souvent parlé de Brazzaville, capitale de la France libre, que ce soit à l'école, que ce soit partout, mais nous n'avions jamais eu aucun texte sur les mains pour savoir c'était quoi cette Brazzaville, capitale de la France libre.
Donc voilà, j'en ai terminé là. Je pense que j'ai pris même trop de temps. Hein. Je vais passer la parole à Charles Kounkou. Merci. Dans un premier temps, je travaillerai à justifier le titre de mon texte, hein, Brazzaville, les Brazzavilles coloniales. Peut-être on sait que le grand sociologue français et anthropologue français, Georges Balandier, a publié la sociologie des Brazzavilles noires. Il a transformé dans cet ouvrage le nom propre Brazzaville en un nom commun, donc en une notion théorique pour penser les agglomérations noires qui étaient à l'époque Poto-Poto au nord et Bakongo au sud. D'où le nom de Brazzaville noire. Balandier pensait les Brazzavilles noires dans l'espace. Et moi, pour ma part, j'essaie de penser les Brazzavilles coloniales dans le temps. Parce que Brazzaville a été la ville emblématique de l'empire colonial français. Nous, Congolais, on ne le sait pas. À 3 reprises. D'abord, Mawawa l'a dit et redit, le 27 octobre 1940, quand De Gaulle écrit et publie à Brazzaville le manifeste de Brazzaville, qui instaure la France libre. Et ensuite, Brazzaville a été la ville d'accueil de la conférence africaine et française de 1944. Et la troisième fois, Mawawa l'a dit, Brazzaville a été le lieu où De Gaulle a prononcé son allocution sur la création de la communauté franco-africaine. Moi, je suis parti, pour mon texte, de 2 séries de questions. Je ne parle pas de la conférence franco-africaine de 1958, parce qu'on n'a pas travaillé là-dessus. Moi, je suis parti de 2 séries de questions. La première série est relative au choix de Brazzaville comme lieu d'accueil, comme ville d'accueil de la conférence africaine française. Pourquoi l'empire colonial français décide-t-il d'organiser à Brazzaville la conférence africaine française? Brazzaville est n'est plus depuis quelques mois la capitale de la France libre, transférée à Alger depuis 1943, depuis juin 1943 précisément. Et il faut savoir que Brazzaville est la capitale de l'AF, de l'Afrique équatoriale française. Mais l'AF est de toutes les possessions africaines françaises, la possession la moins développée, la moins peuplée et la moins pourvue en citoyens. Bref, c'est un territoire, le territoire de l'AF est un territoire à l'échelle de la colonisation française en Afrique déshérité. Si on compare avec l'Afrique occidentale ou, à plus forte raison, avec le Maghreb, l'Afrique du Nord. Pourquoi réunir à Brazzaville un territoire aussi peu développé, aussi inintéressant? Pourquoi réunir à Brazzaville la conférence africaine française? La réponse, elle vient de De Gaulle lui-même à l'ouverture de la conférence africaine française le 30 janvier 1944. De Gaulle dit « Brazzaville a été », il dit précisément ceci, « où donc la conférence pouvait-elle se réunir sinon qu'à Brazzaville, qui a été le refuge de l'honneur et de l'indépendance de la France pendant ces terribles années ». Il fait allusion à la guerre. Donc voilà le statut de Brazzaville. Et donc la seconde série de questions autour duquel j'ai organisé mon texte renvoie à la conférence africaine française elle-même. Que visait la conférence africaine française?
on peut répondre immédiatement en disant qu'elle visait, Mawawa l'a abordé, l'amélioration, la réforme de l'Empire afin de le consolider. Troisième question dans cet ordre, dans le même ordre, quels sont les résultats de la conférence africaine de Brazzaville, africaine-française de Brazzaville? Eh bien, pour le savoir, il faut pratiquer l'interprétation, enfin l'herméneutique des actes de la conférence africaine de Brazzaville, publiés par le ministère des colonies en 1945. Mais commençons par l'instauration de, c'est la première partie de mon travail, l'instauration de Brazzaville comme, pour reprendre le mot de De Gaulle, comme le refuge de l'honneur et de l'indépendance de la France. Mawawa a dit l'essentiel. Au principe de toute cette affaire, il y a la guerre et la défaite de la France face à l'Allemagne. De Gaulle décide de ne pas s'avouer vaincu. Il relève le défi. Il dit Hitler a gagné dans ses mémoires de guerre. Hitler a gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Nous devons reprendre la guerre, continuer la guerre. Mais pas en Europe, dans un territoire qui nous est acquis, à savoir l'Afrique. Et nous pourrons alors utiliser les ressources humaines et naturelles de l'Afrique pour continuer la guerre. Mais il y a un problème se pose à De Gaulle, le problème de l'enracinement de la France libre. Dans quel territoire installer la France libre? Ce territoire ne peut être ni l'Afrique du Nord, acquise en totalité à Vichy, au régime de Vichy, ni l'Afrique occidentale française, acquise également en totalité au régime de Vichy. D'ailleurs, Mawawa l'a évoqué, on connaît les péripéties de De Gaulle avec ses alliés anglais, qui décident de débarquer à Dakar pour prendre la place de Dakar, qui était la place forte en Afrique noire du régime de Vichy. Malheureusement, la tentative échoue. Échoue parce que la place de Dakar est très très bien équipée en armes. Enfin, il y a le grand bateau de guerre, le Richelieu, qui tire sur les navires français de Gaulle et anglais. Par conséquent, De Gaulle est obligé de mettre le cap sur l'Afrique centrale. Il arrive à Douala, accueilli par Leclerc, et il remarque l'enthousiasme des populations du Cameroun à son endroit, donc à l'endroit de la France libre. Après Douala, il va à Fort-Lamy, aujourd'hui N'Djamena, où il retrouve le même accueil enthousiaste. Il est accueilli par le gouverneur général, le gouverneur Eboué. Une parenthèse, les premières troupes coloniales françaises, les premières troupes coloniales africaines qui vont aller en guerre sont des troupes tchadiennes, sont recrutées par Eboué, Félix Eboué. Ce ne sont pas des troupes, on l'a dit, sénégalaises, puisque le Sénégal est acquis à Vichy. Bon, c'est un des mystères de l'histoire que ces troupes qui sont à l'origine tchadiennes sont appelées les tirailleurs sénégalais. C'est un mystère, c'est un des mystères de l'histoire. Ça remonte en fait à la Première Guerre mondiale. Oui, d'accord, oui, ok. Donc ils ont préféré par paresse de l'esprit les Français ont préféré par paresse de l'esprit de garder le même nom pour désigner les militaires africains du nom de tirailleurs sénégalais. Donc, enfin, De Gaulle arrive à Brazzaville. Et à Brazzaville, il décide d'enraciner la France libre sur le territoire, dit-il, sur le territoire français. Donc, c'est Brazzaville. À Brazzaville, il va prendre un certain nombre de textes et publier.
parmi lesquels le manifeste du 27 octobre 1940, qui instaure Brazzaville comme capitale de la France libre. Il prend d'autres décrets tout aussi importants, comme la création des compagnons de la libération. Bon, tout le monde sait l'importance qu'ont les compagnons de la libération pour la France. Donc, tous ces décrets sont pris à Brazzaville. Bon, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir avec mon ami Kissita. Pourquoi De Gaulle installe-t-il la capitale de la France libre à Brazzaville? Pourquoi ne l'installe-t-il pas à Douala, qui est le premier territoire de l'Afrique équatoriale à l'avoir accueilli avec enthousiasme? Pourquoi? C'est un mystère. Il y a quelques éléments de piste. Une piste, c'est que le Cameroun est un territoire sous mandat. Bon, peut-être, sous mandat. Bon, peut-être. Hein, enfin, peut-être, ça c'est la dimension juridique. Bon, mais enfin, j'ose croire qu'il y a une dimension affective. N'oublions pas la mission Marchand. La mission Marchand, que vise la mission Marchand? Elle s'appelle mission Congo-Nil. Elle vise, pour le compte de la France, à relier le Congo au Nil. Et quand on lit les mémoires de Brazza, c'est ce que je fais longuement, en travaillant sur l'ouvrage publié il y a 2 ans par Mawawa sur les souvenirs au Congo de Baratier, on se rend compte que déjà Savonian de Brazza est fasciné par ce grand fleuve mystérieux qui est au cœur de l'Afrique, qui est le pendant du Nil. Il faut absolument le connaître. À un moment, il pense que c'est l'Ogooué, après il se rend compte que l'Ogooué n'est qu'un fleuve secondaire. Et jusqu'à ce qu'il arrive, bon, c'est un autre, je clôt la parenthèse, jusqu'à ce qu'il arrive au bord du lac Tamo, et enfin, etc., qu'il ait ce dialogue, cette conversation avec le Makoko. Bon, ça c'est un autre débat. Mais revenons à notre question. Donc, on voit pourquoi, on comprend pourquoi Brazzaville est devenue la capitale de la France libre. Parce que c'est le seul territoire africain, enfin je dis Brazzaville et l'ensemble constitué par le Cameroun et l'Afrique équatoriale, à avoir échappé à l'emprise de Vichy. Bon, s'agissant maintenant de la conférence africaine française de Brazzaville, hein, qui se réunit, comme dit Mawawa, du 30 janvier au 8 février, à la salle de l'Alliance française, maintenant centre de formation et d'action et d'art dramatique, CEFRAD. Enfin, je signale, hein, Mawawa a oublié de le dire, je signale pour les Congolais que nous sommes que la première de la célèbre pièce de théâtre de Guy Menga, La Marmite de Kokambala, a eu lieu à l'Alliance française, s'appelait encore l'Alliance française, sous la présidence du président Alphonse Massamba Deba, qui présidait la cérémonie. C'était un des événements culturels les plus importants du régime du président Massamba Deba. La première de la Marmite de Kokambala, en présence de Guy Menga et de toutes les autorités politiques de l'époque. Bon, on ferme la parenthèse. Donc, il s'agit de répondre à la question suivante, ou à la série de questions suivantes. Que visait la conférence africaine française de Brazzaville? On peut répondre rapidement en disant qu'elle visait non seulement la réforme de l'empire colonial français, mais également sa consolidation. Mais la troisième question que l'on doit se poser naturellement, c'est quels sont les résultats de cette conférence? Pour répondre à ces questions de manière précise, il faut lire attentivement, patiemment, les actes de la conférence africaine de Brazzaville. Et d'abord, il faut faire droit à un mythe. Parce que cette conférence est devenue mythique.
Et celui qui a créé le mythe de la conférence de Brazzaville n'est autre que René Pleven, qui présidait la conférence en qualité de ministre des colonies du gouvernement provisoire de la France libre qui était installé à Alger. René Pleven a dit en 1977, devant un parterre d'historiens à Paris, parisiens, en disant que en présentant la conférence de Brazzaville comme étant la préface d'un ouvrage dont les pages vont être écrites progressivement. Autrement dit, il s'agissait de présenter la conférence africaine de Brazzaville comme une nouveauté radicale. Parce que les gouvernements de la Troisième République avaient organisé des conférences relatives à l'empire colonial français, y compris le Front populaire et même le gouvernement de Vichy. René Pleven, qui connaît bien toute cette histoire, dit que ce qui rend la conférence africaine française de Brazzaville différente des conférences qui l'ont précédée, c'est qu'elle vise à placer l'homme africain au centre de ses préoccupations, alors que les conférences précédentes n'étaient que des conférences économiques. Il s'agit cette fois-ci d'organiser une conférence qui porterait plus sur la dimension politique et sociale. À quoi correspond la nouveauté de la conférence de Brazzaville? Encore une fois, il faut donner la parole à René Pleven. Pleven dit qu'il s'agit de doter les Africains, c'est son expression, d'une personnalité politique. Mawawa a lu le texte, que la personnalité politique n'est pas l'émancipation politique, puisque les colonies, l'Empire français doit exister, les colonies doivent former un bloc avec la France. Par personnalité politique, il faut entendre la participation des notables africains à la gestion de leur propre territoire, à travers une série de réformes qu'il s'agit de mettre en œuvre. Mais ces réformes ne se limitent pas au plan politique, elles visent aussi la sphère sociale et surtout la sphère du travail. Donc il y a une réforme du travail qui doit être entreprise. Dans cette réforme du travail, il ressort qu'il faut réserver les emplois d'exécution exclusivement aux Africains. Le travail de commandement étant naturellement, il n'y a aucune discussion, réservé aux Blancs, réservé aux Européens. Donc, il faut, je passe en détail les détails, il faut combattre la polygamie, qui est un véritable fléau de l'Afrique, c'est une des recommandations, etc. Et il faut surtout créer des centres d'hygiène de manière à élever le niveau de santé de la population, le bien-être des populations. Et il faut également créer des écoles primaires et des écoles de formation pour les Africains. Mais à une condition que ces écoles et ces centres de formation, dans ces écoles et ces centres de formation, l'enseignement doit être dispensé en français uniquement, à l'exclusion des langues africaines, disqualifiées comme dialectes. Car il y a un enjeu important. Il s'agit d'inculquer dans l'esprit des Africains que seul le français est la langue d'accès à la culture et à la science. Ce qui permet, René Pleven va le dire, de transformer l'Africain des colonies françaises l'expression est de lui, en français africain.
Donc, bon, on a dit ça et là que les Français se sont défendus, que ce n'est pas nous qui avons inventé la France-Afrique, c'est Houphouët-Boigny. Tout le monde a entendu cette rumeur-là. Mais, bon, mais c'est faux. C'est faux. C'est René Pleven qui parle. Bon, naturellement, il ne réunit pas Français africains en un acronyme comme France-Africain. Mais l'idée est là, puisqu'il s'agit de transformer l'Africain des colonies françaises en Français africains. Et en réalité, l'enjeu de toute cette affaire, le général de Gaulle l'avait déjà énoncé à son discours d'ouverture de la conférence de Brazzaville, le 30 janvier 1944, en disant qu'il s'agit de créer entre la France et l'Afrique un lien définitif, l'expression de Charles de Gaulle, un lien définitif. Et on est toujours dans ce lien définitif. Ce lien définitif n'a jamais été brisé, puisque on sait aujourd'hui, malgré les indépendances de 60, de l'année 60, ce lien définitif perdure à travers les accords de coopération et de défense. Bon, même si j'ai appris ce matin que le Tchad avait décidé de sortir des accords de défense. Enfin bon, bref. Mais les accords de coopération et de défense existent. Et par-dessus tout, on le sait, puisqu'il y a un débat qui dure depuis des années sur le franc CFA. Le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Le nom initial. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Bon, après ils vont donner à cet acronyme plusieurs financières de l'Afrique africaine, etc. Mais le nom initial, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc voilà, je remercie l'éditeur Mawawa de m'avoir permis de participer à cette entreprise, parce que ce qui m'a permis de comprendre que la situation de l'Afrique francophone, elle vient de loin, elle n'est pas prête à s'arrêter, cette domination. Bon, mais j'en ai fini. Hein. Tu l'as fini, ok, oui. Mais merci. Donc, Je remercie de nouveau Tatama Wawa de nous avoir permis effectivement de nous exprimer par rapport à cette conférence. Mais en fait, tout a déjà été dit pratiquement. En juin 1940, défaite de la France face aux armées allemandes. Armistice, la France est occupée. De Gaulle se réfugie à Londres. Il faut dire qu'il était sous-secrétaire d'État à la Défense, hein, dans le gouvernement qui démissionne et qui donne les pleins pouvoirs à Pétain. L'appel dont on a le texte, ce n'est pas l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin est formulé autrement. Mais la conclusion de l'appel de Gaulle, c'est bien entendu que la France a perdu une bataille et elle n'a pas perdu la guerre, et que la France a un empire colonial, et qu'il faut donc compter sur l'empire pour poursuivre la guerre. Charles a parlé effectivement des questions qu'on pourrait se poser par rapport au choix de Brazzaville, effectivement. Et puis, il ne faut pas oublier également que pour que
Leclerc, le colonel Leclerc, remonte de Fort-Lamy à la Méditerranée, il y a d'abord eu un coup d'État à Douala. Il fallait qu'il prenne la place de Douala. Ensuite, bon, Fort-Lamy s'était acquis avec la présence de Félix Eboué, mais il fallait également prendre Brazzaville. Bon, Brazzaville va se rallier à la France libre le 29 août 1940. En fait, toute l'AEF plus le Cameroun vont se rallier à la France libre entre juillet et août 1940. Le territoire qui va poser problème, c'est le Gabon. Oui, le Gabon pose problème, effectivement. De Gaulle a des propos très méprisants à l'endroit du Gabon. Oui. Cette enclave qui prétend... Oui, l'enclave vichiste. Aux autres, etc. Ah. Des propos très, très méprisants à l'endroit du Gabon. Effectivement, le Gabon pose problème, mais... Il y a des batailles. Hein. Oui. C'est donc de juillet à août que toute l'AEF plus le Cameroun, enfin toute l'AEF au Gabon avec violence, alors qu'au Cameroun, après tractation, Leclerc prend la place de Douala et la place de Yaoundé. À Brazzaville également, automatiquement, tout le monde se rallie à Eboué, qui lance cette idée de constitution de ce corps expéditionnaire qui va remonter, avec lequel le colonel Leclerc, qui va devenir général en 1942, va remonter jusqu'à la Méditerranée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi la conférence? En réalité, c'est depuis 1941, à Londres, que on commence à parler de la conférence, d'une conférence africaine-française. Il a fallu néanmoins attendre 1943, avec l'épopée du général Leclerc, pour que mûrisse en quelque sorte cette idée de la conférence, de l'organisation d'une conférence africaine à Brazzaville, parce que c'est Brazzaville qui est la capitale. D'ailleurs, il y a un professeur d'histoire de Paris 1 qui a affirmé que de toute manière, la seule capitale de la France libre restera Brazzaville. Bon. Et Alger alors? Lui, il dit Alger, non. Peut-être qu'il y a une présence, il y a la présence du gouvernement provisoire à Alger, à partir de 1944, mais pour lui et pour De Gaulle, semble-t-il, Brazzaville est un lieu pas seulement pris du point de vue de la décision d'avoir installé la capitale de la France libre à Brazzaville, mais du point de vue symbolique, ça représentait une dimension d'auréole en quelque sorte, qui avait fait tout au long des séjours de De Gaulle à Brazzaville, la manière dont il a été accueilli. Tout le temps qu'il est arrivé à Brazzaville, il a fait 5 ou 6 apparitions à Brazzaville. Beaucoup, hein. Il est allé plusieurs fois à Brazzaville. Oui, et chaque fois, il avait été accueilli avec... Il était accueilli aussi avec la même ferveur à Douala ou à Fort-Lamy. Oui, sauf que Brazzaville, c'était quand même... je ne sais pas comment expliquer ça, comme tu avais posé la question, effectivement. Bon, revenons à l'organisation de la conférence elle-même. Quel est le statut du noir et des colonies à l'époque? Nous connaissons tous la mission civilisatrice,
Mais de la mission civilisatrice, on est passé au statut de l'indigénat. Le statut de l'indigénat qui déniait tout droit aux colonisés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième point. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été dessaisie de ses colonies, le Cameroun et le Togo. La France va hériter du Cameroun et du Togo, justement. Or, après la défaite de juin 1940, les Américains d'abord, avant même qu'ils ne rentrent en guerre, avaient des visées sur les colonies françaises. Et d'autant plus que quand ils sont rentrés en guerre, ils ont poursuivi, maintenu, et avec la relation avec l'Union soviétique, cette visée va devenir de plus en plus forte et la pression de plus en plus effectivement prégnante sur la France. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, malgré toutes les conférences économiques que tu as rappelées, qui avaient été, il y en a eu trois au total, entre la fin de la Première Guerre mondiale et 1934. Il y a eu 3 conférences qui avaient été organisées par le ministère des colonies, effectivement, mais qui n'étaient que des conférences économiques, qui n'avaient... De toute façon, nous étions sous le régime de l'indigénat. Il y avait 2 droits. Il y avait le droit qui gérait les métropolitains, même ceux qui étaient implantés en territoire colonial, vivaient sous le droit métropolitain. Par contre, tous les colonisés vivaient sous le droit de l'indigénat. C'est le combat de Matsuwa, justement, avec l'amicale, de combattre le régime de l'indigénat, justement. Ouais. Il faut parler de l'exception sénégalaise. Hein. Oui, mais l'exception sénégalaise, c'est Saint-Louis. C'est Saint-Louis et Saint-Louis. En réalité, quel est l'enjeu de la conférence? Je me rappelle de Eliam Bokolo qui, dans un texte justement par rapport à cette idée qui énonçait que la conférence avait pour enjeu de préparer la décolonisation. Bon, tout le monde parle de mythe, justement, du mythe de la conférence de 1944, justement, en sachant que l'enjeu véritable, c'est de faire que la France, dans la mesure où la France libre apparaît de plus en plus comme la représentante légitime de la souveraineté française, l'enjeu véritable de la conférence, c'est de garantir la souveraineté de la France et de permettre à la France de se présenter, en tenant son empire colonial, de se présenter comme une puissance capable, qui serait capable de s'asseoir à la table des grands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'enjeu principal. Tout le reste, on peut dire que bon, ça va servir à habiller cet enjeu. Notamment l'évolution des colonies, la fin du régime de l'indigénat, la fin du travail forcé. Et encore, il faut dire que le travail forcé, la loi ne sera adoptée qu'en 52. Donc de 44, il faudra attendre 52 pour que soit adoptée la loi qui mettait fin au régime du travail forcé. Deuxième point. Troisième point.
en parcourant un certain nombre de textes, je suis tombé sur un dialogue entre Jean-Félix Tchikaya, Léopold Sédar Senghor et le président du Conseil, Herriot. Tchikaya va proclamer que c'est en 1946 que ça se passe sous la constituante, l'Assemblée constituante, où on débattait des orientations et de l'établissement de la Constitution de la 4e République. Et Félix Tchikaya va dire que la conférence de Brazzaville est dépassée. Non seulement dans son esprit, mais même, on peut dire, dans les prévisions et les recommandations faites, justement, parce qu'il y en a eu tout un ensemble de recommandations, et notamment cette affaire de self-government auquel les territoires africains ne pouvaient pas prétendre dans la mesure où ils devaient assumer leur personnalité politique au sein de la communauté. Non, ce n'est pas encore la communauté, de l'Union française. De l'Union française, sous la 4e République. Donc on passe de l'Empire à l'Union française. Bon. Union française, il faut attendre encore 10 ans, 46-56, pour qu'il y ait la première loi cadre qui va définir la personnalité politique de chaque territoire. Mais avec un point particulier, ce ne sont plus les fédérations, les deux fédérations, AEF, AOF, c'est que chaque territoire devient autonome au sein de ces ensembles qui demeurent encore jusque-là, en 1956. Oui, non, c'est déjà, la balkanisation est en marche. Nous sommes dans le cadre de la balkanisation, de toute façon, puisque la France ne veut pas de ces fédérations-là. Elle ne veut pas que ces fédérations partent unies. Mais on retrouve de toute façon je pourrais dire, la manifestation de cet objectif dans son esprit dès la conférence de Brazzaville. Que va-t-il se passer? La conférence ne permettait pas la formation de gouvernement. Mais, entre-temps, il y a eu la guerre d'Indochine, Dien Bien Phu, 1954, déclenchement en 1954 de la guerre d'Algérie, également. Donc la France ne peut pas se permettre plusieurs fronts. Elle est occupée par la guerre d'Algérie. Il lui faut trouver le moyen de contenir les ambitions des Africains. Or, entre-temps, la constitution de 1946 permettait la revendication d'un certain nombre de droits aux populations africaines, dont la question que posent à la fois Jean-Félix Tchikaya et Léopold Sédar Senghor concernant la nationalité française. Parce que le président Herriot va dire l'Empire représente, si on accorde la nationalité française à tous les colonisés, il y aura plus de colonisés que de Français de souche. Et Tchikaya va dire c'est du racisme. Le président Herriot va dire non, c'est la réalité. Nous deviendrions à ce moment-là les colonisés de nos anciens colonisés.
Donc la question est de taille. Alors que nécessairement, puisque nous sommes dans un cadre de citoyenneté partagée, normalement, tout le monde devait avoir les mêmes droits. Mais même là, tout le monde n'a pas le même droit, malgré la fin du régime de l'indigénat. Ça va aller donc de 46 à 56, de 56 à 58, où il y a eu un flottement qui permettra à De Gaulle de revenir aux affaires. Et De Gaulle revient aux affaires, il reprend l'esprit de 44-46. Charles l'a rappelé, nous sommes dans le cadre de la communauté. Mais dans la réalité, que veut De Gaulle? De Gaulle veut créer un espace avec la communauté qui lui permette d'avoir la légitimité à partir de la communauté, c'est-à-dire de la fédération des États associés à la France, en se passant des querelles de partis de la métropole. Il est président du gouvernement fédéral qui regroupe donc la France avec toutes les anciennes colonies qui sont devenues des États. Et entre autres, il faut rappeler une chose, le mot de De Gaulle parlant des indépendances éventuelles des États africains, ces États, ils veulent l'indépendance, ou tout au moins les signes extérieurs de l'indépendance. Et c'est ça la clé. Donc, vous avez l'indépendance, mais vous n'avez pas la souveraineté. Vous avez les signes extérieurs de l'indépendance. On revient à la source de 44. 44 disait très bien qu'il n'y a pas de possibilité de self-government. Même si on vous les offre, ce seront simplement des signes extérieurs. Mais vous n'aurez aucune possibilité. En réalité, quand on prend... Ah oui. Entre autres, il ne faut pas oublier que le titre 12 de la Constitution de 58 de la communauté n'a été abrogé qu'en 1995, quand Chirac est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il disait? La communauté, c'est la monnaie, la politique étrangère, la défense, les matières premières stratégiques. Donc, voilà les domaines de compétences de la communauté. Le président français est président de la communauté. Maintenant, après les indépendances, tout le monde a réclamé la fin de la communauté. Tous les États africains ont réclamé la fin de la communauté. Mais néanmoins, ont voulu bénéficier. Bon, oui, on a parlé de la monnaie. Ils ont voulu bénéficier de la couverture de la France. Tout en sachant qu'ils ont signé des accords le lendemain des fêtes d'indépendance. Ils signaient des accords avec le représentant français. Pour le Congo, c'est André... Non. Pour toute l'AEF, c'est André Malraux qui avait fait le tour. Qui venait proclamer l'indépendance et qui signait au nom de la France, qui lisait le discours envoyé par Charles de Gaulle, par le président français, qui proclamait l'indépendance et qui signait le lendemain de la proclamation les accords de coopération, les accords de défense et les accords concernant les matières premières stratégiques. Qu'est-ce qui est arrivé au Congo, justement? Quand ils proclament l'indépendance,
Fulbert Youlou va dire « Notre indépendance est proclamée, donc nous aurons notre propre diplomatie et notre propre défense. » Il restait dans la monnaie, non. Diplomatie, défense. Or, la diplomatie faisait partie des accords de coopération, faisait partie des compétences de la communauté, ainsi que la défense. Je prends cet exemple précis pour donner les suites, justement, à ce qui va se passer, dont nous vivons les effets jusqu'à présent. Ça va conduire à 63, bien entendu. Oui. C'est que les accords sont signés le 16 août 1960. Novembre 60, le président Youlou va faire un discours à l'ONU, l'Afrique aux Africains, où il va proclamer être partisan de la doctrine Monroe, du président américain, qui avait demandé aux Européens de tourner le dos à l'Amérique et de laisser l'Amérique se développer, parce que l'Amérique était majeure déjà. Donc il va dire, l'Afrique aux Africains, laissez-nous choisir la voie qui sera notre voie de développement. Et en janvier 61, donc 5 mois après avoir signé les accords avec André Malraux, André Malraux signé au nom de la France, le président Fulbert Youlou va demander la révision des accords de coopération signés le 16 août 1960. Ce sera ça une des causes de sa chute, en fait. Maintenant, toujours la communauté n'existant plus, il faut la remplacer par autre chose. On la remplace par un ministère, le ministère de la coopération. Spécialement affecté aux problèmes des anciennes colonies françaises. Il y a le ministère de la coopération et il y a la cellule africaine de l'Élysée. Parce que le ministère de la coopération dépendait directement du président de la République. Et la cellule africaine de l'Élysée gérait ce que De Gaulle avait appelé la popote. C'est-à-dire tout ce qui concernait les coups bas. Voilà les enjeux de la conférence de Brazzaville 44. Résumé en quelque sorte. Je vous remercie. Ben, à vous la parole, hein. C'est à vous maintenant s'il y a des questions. Ben, tu restes là, comme ça tu vas répondre et puis chaque coucou va revenir. Oui, allez-y. Vous vous présentez ou posez la question. Ah bon, moi, je suis un disciple de M. Kissita. Un disciple. Et la question est que le président Macron, il proclame à qui veut l'entendre que la France-Afrique c'est fini, etc. Bon, en théorie, mais en pratique, qu'est-ce qui manque pour que cette rupture elle soit vraiment de fait, selon vous? Cette question, elle n'arrête pas de revenir. C'est la même question qui revient. Mais il faut... On peut se poser la question de savoir qu'est-ce que l'indépendance en réalité. C'est en partant de cette question qu'on revient à celle de la rupture de ce qu'on a largement appelé la France-Afrique. Est-ce que l'Afrique est rentrée dans l'indépendance? Je ne parlerai pas de l'histoire, hein, de Sarkozy à Dakar. Non. Est-ce que l'Afrique est rentrée dans les enjeux de l'indépendance? En réalité, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et est-ce que
la France est prête à agir comme les autres puissances mondiales pour abandonner l'idée que les territoires africains lui appartiennent. J'ai lu un auteur, un Américain, qui dit il y a un territoire dans lequel la France se trouve être toujours chez elle, c'est l'Afrique. Donc, il faut que, l'Afrique arrive à entrer dans l'indépendance, dans les enjeux de l'indépendance, et à parler en indépendant. Et à négocier avec les autres qui doivent la considérer comme ayant assumé les termes de la souveraineté. Il ne faut pas oublier une chose déjà par rapport à tout ce que tu as rappelé. De Gaulle à Mitterrand, il n'y a pas de différence. Je me rappelle de 81, quand les Africains étaient en train de danser à la République parce que Mitterrand venait d'être élu. Il y a quelqu'un qui leur a dit, mais vous oubliez qu'il a été ministre des colonies. Tout le monde pense au discours de la Bolle. Le discours de Mitterrand, le plus important, ce n'est pas le discours de la Bolle. C'est le discours de Biarritz en 1994. Parce que Mitterrand en 1994 va dire, je synthétise, la France n'abdiquera jamais son ambition africaine. Et je mets en garde tous ceux qui viendront après moi. La France ne sera plus jamais la France si elle abandonnait l'Afrique. Voilà le discours de 1994, voilà le testament de Mitterrand qui rejoint De Gaulle. Donc, il y a continuité de l'État. Donc, il ne faut pas penser qu'il y ait une différence. Maintenant, qui a formé les élites africaines? Elles ont été formées où? Le pays qui aurait pu avoir beaucoup de chance dans l'interprétation des situations géopolitiques, c'est le Congo. Parce que toutes les élites congolaises n'ont pas toutes été formées en France. Dans les années 80, je me rappelle bien, nous étions en train de faire un travail autour de la question de l'éducation au Congo. Nous avons eu des éléments de l'UNESCO qui nous disaient que proportionnellement à sa population, le Congo était le pays qui avait le plus grand nombre d'étudiants à l'étranger. Proportionnellement à sa population. Et on a eu des étudiants qui ont été formés dans pratiquement tous les pays du monde. On a eu des étudiants en Iran, en Irak, en Israël, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, bien sûr dans l'ex-Union soviétique, dans tous les pays du pacte de Varsovie, à Cuba, au Brésil, au Canada. Donc, il devait y avoir normalement un brassage d'idées si je vois Charles qui n'est pas convaincu, si il y avait un contexte de dialogue possible pour penser la géopolitique. On n'a pas eu ce contexte-là, sur le plan politique. Nous connaissons la situation de notre pays. Il y a beaucoup de blocages dus à des causes géopolitiques locales.
on est aujourd'hui en train de se demander, on a entendu parler de la malédiction des matières premières, machin, tout ça, patati patata. Alors que, normalement, si on creusait bien, c'est une question de conscience politique, simplement. Les Matsuwa, ils étaient rentrés dans cette question. Mais il ne faut pas oublier la formation de Matsuwa. Ils ont été formés au Kimuntu. Avant de se confronter à la formation occidentale, ils ont été formés au Kimuntu. Et en Congo, on dit Bubana Bantu Natisanzo, c'est-à-dire que développe pour le bien-être de la société. Maintenant, si la conscience ne te pousse pas à faire tiens cet adage, bon. Le français s'occupe de sa société française. Si tu es assez je vais employer un mot gentil, assez gentil pour lui permettre de s'occuper de sa société française à partir de ce qui est tien, bon, ok. Mais c'est ça la confrontation avec les problèmes que nous connaissons, avec les problèmes que nous connaissons véritablement en Afrique. Okay, je vais terminer simplement. Ahidjo a quitté le pouvoir de manière bête. Excusez le terme. Hein. Oui, sur une manipulation. Il quitte le pouvoir sur une manipulation. Sauf que quand il quitte le pouvoir, il ne fait pas attention. Alors qu'il n'avait pas la volonté de quitter le pouvoir. Il voulait contrôler le pouvoir de l'État. Mais ce qu'il avait oublié de faire, c'était de modifier un article de la Constitution. Et au moment où il a voulu contrôler le chef de l'État qu'il avait mis en place, celui-ci lui a dit qu'il n'avait plus aucun pouvoir. Parce que le parti ne dirigeait pas l'État. Pour justifier l'idée coloniale, l'idée d'occupation d'espace, on parlait de territoires non des territoires vacants. Oui, c'est ça, oui, ils ont parlé de territoires vacants. Ils ont parlé de territoires vacants, donc des territoires sans présence humaine. Non. Sans présence de la civilisation occidentale. C'est ça, voilà. Puisque les autres n'étaient pas considérés comme civilisation. C'est ça. Je pense que c'est des questions. En fait, je pense que vous avez tous les matériaux aujourd'hui pour qu'on puisse aborder des nouvelles questions d'interrogation. Bon, la mémoire partagée, elle est là. Mais c'est un autre débat qu'on pourra avoir. Voilà, c'est un autre débat. Ouais. Là, il est 20h. Hein. On ne va pas maintenir les libraires parce qu'eux aussi doivent rentrer. Okay. Donc, l'ouvrage est là. Donc, pour ceux qui veulent des dédicaces de Charles et puis Achille Kisika, c'est à vous maintenant de jouer. Je pense que merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre librairie. On a un réel plaisir à toujours revenir ici. Je pense que Paris Éditeur enverra, de toute façon l'ouvrage est là. Quand les gens vont demander l'ouvrage, on les enverra à Tirmit. C'est facile d'accès. Ils viennent tous l'acheter ici. Voilà. Donc vraiment, Massoud, merci beaucoup. Et longue vie à
à cette librairie hein, que mon frère qui est dans le fond connaît très bien. Merci. Merci.